Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons parler de projets importants au seuil de la nouvelle année 2023 concernant les projets qui ont été montés en Haute-Égypte. Nous avons évoqué maintes fois les projets ou l'initiative Vie décente lancée en 2019 selon une initiative présidentielle pour métamorphoser la Haute-Égypte qui était jadis ou durant plusieurs décennies relativement marginalisé. Ce projet cible le secteur de la santé, de l'éducation, cible l'infrastructure, cible l'habitation, cible maintes projets sociaux, cible aussi l'entrepreneuriat. Et dans ce sens, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a effectué aujourd'hui une tournée d'inspection dans le village de Douma, l'un des villages de l'initiative baptisée Vie décente dans le chef-lieu de Tama, dans le gouvernorat de Sohag en Haute-Égypte. Il faut dire que Sisi a également affirmé tenir à sa promesse face aux habitants du village de Douma à Sohag, consistant à achever les 3 phases des projets de l'initiative nationale baptisée Vie décente. L'initiative a été divisée en 3 phases. Et la première et la deuxième phase ont été effectuées dans plusieurs gouvernorats de Haute-Égypte. Le président, accompagné du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et un nombre de ministres et hauts responsables de l'État, ont remercié ceux qui se sont portés volontaires pour ce travail, indiquant que ce dernier était dans l'intérêt de l'Égypte et de son peuple. Donc après, il faut dire qu'après la prise de fonction du président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de l'État a entrepris le développement de la Haute-Égypte dans tous les domaines, et ce, après des années de marginalisation et de manque de services et de projets de développement dans cette région. Nous avons plus d'éclaircissements dans ce compte rendu de Perihan Farou. Le président el-Sisi a déclaré que le volontariat était un pilier fondamental pour l'amélioration de la société et la réalisation des plans de développement durable. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une tournée d'inspection dans le village d'Douma, l'un des villages de l'initiative Vie décente, dans le chef-lieu de Tama, dans le gouvernorat de Sohag. El-Sisi a également affirmé tenir à sa promesse faite aux habitants du village d'Douma à Sohag d'achever les 3 phases des projets de l'initiative nationale Vie décente à Sohag. Le président, accompagné du Premier ministre Moustapha Madbouli et nombre de ministres et hauts responsables de l'État, a remercié tous ceux qui se sont portés volontaires pour ce travail, indiquant que ce dernier était dans l'intérêt de l'Égypte et de son peuple. Au cours de la tournée, le président el-Sisi a passé en revue nombre de volontaires de Vie décente et de l'Alliance nationale pour l'action civile en faveur du développement, les remerciant pour leurs efforts et leur participation active à la mise en œuvre des projets de l'initiative Vie décente dans divers villages. Il a rendu hommage aux habitants de la Haute-Égypte lors de sa visite au village de Douma, dans le gouvernorat de Sohag. Le chef de l'État a rendu hommage aux habitants de la Haute-Égypte, qui sont caractérisés par la fierté, la générosité et la magnanimité. Lors d'un petit déjeuner dans le village d'Douma, l'un des villages de l'initiative Vie décente au chef-lieu de Tama, dans le gouvernorat de Sohag, el-Sisi indiquait que les progrès réalisés récemment en Égypte n'étaient pas une faveur, mais plutôt un droit du peuple, affirmant que c'était Dieu qui a protégé l'Égypte du terrorisme. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a pour sa part déclaré que la nouvelle ville de Sohag faisait partie des villes de 3e génération, que l'on appelle les villes jumelles. Après que le président el-Sisi a ordonné la construction et le développement de la Haute-Égypte, la nouvelle ville de Sohag a été l'une des villes les plus importantes sur lesquelles s'est concentrée la mise en œuvre d'un véritable processus de développement que nous voyons aujourd'hui sur le terrain, a dit M. Madbouli. Le chef du gouvernement a rappelé qu'au début de la prise de fonction en tant que ministre du Logement et lors d'une de ses tournées dans cette ville, il n'y avait que quelques dizaines d'immeubles résidentiels dans la ville, sans service et sans contact avec l'ancienne ville de Sohag.
Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Nagui Victor, qui est expert en économie. M. Nagui Victor, bonsoir et bienvenue avec nous. Monsieur Nagui Victor, vous êtes en ligne. Oui, madame. Monsieur Nagui Victor, des projets importants sont tenus en Haute-Égypte dans le cadre de l'initiative Vie décente. Et aujourd'hui, le chef de l'État a effectué une tournée en Haute-Égypte, une tournée d'inspection pour inspecter et inaugurer plusieurs projets. On aimerait en savoir plus concernant ces projets. Oui. Je voudrais commencer par dire que depuis que notre président El-Sisi est au pouvoir, son souci le plus important, c'est la prospérité de citoyens égyptiens. Et quand on dit la prospérité du citoyen égyptien, il vise surtout le milieu rural, les gens qui y vivent, les gens simples, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, les gens dont les conditions de vie ne sont pas très favorables. Sur ce, il a pris l'initiative Vie décente. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a choisi un certain nombre de villages les plus démunis, les plus pauvres, les villages qui manquent de moyens. Et il a commencé à faire le suivant. On rentre dans le village. Tout d'abord, il faut amener l'eau. Et très souvent, dans ces villages, il n'y a pas de réseau d'eau. Il y a une pompe rudimentaire, primitive, qui se trouve au milieu du village, et toutes les femmes vont chercher l'eau dans ce puits avec des seaux ou des jerrycans. Donc la première chose, c'est de faire entrer et d'installer un réseau d'eau potable. Un réseau d'eau potable qui permet, du point de vue sanitaire, de boire de l'eau buvable, de boire de l'eau potable, de se laver, de devenir propre. Et quand on est propre de l'extérieur, madame, je peux vous dire qu'on sera propre de l'intérieur encore. Et que ça changera les idées et on aura une vue plus limpide de la vie. Donc, il y a des robinets, il y a une installation d'eau potable dans le village. Et qui dit installation d'eau, cette eau se transforme, une fois utilisée, en eau vanne et eau usée. Donc, il faut créer un réseau d'égouts. Un réseau d'égouts qui collecte ces eaux usées et ces eaux vannes. Donc, il faut faire un réseau d'égouts avec une station de pompage d'eau potable et une station de traitement d'eau des égouts, puisque cette eau sera recyclée et réutilisée dans l'agriculture. Donc ça, au point de vue sanitaire. Deuxièmement, les maisons en terre battue ne peuvent plus répondre aux besoins modernes et actuels. Donc, on reconstruit des maisons en dur, des maisons en béton et en briques, ou en pierre, suivant le village et suivant les ressources naturelles de ces villages. Par exemple, à Minier, ils ont des carrières de pierre. Et actuellement, depuis que cette initiative a été lancée, il y a une grande activité dans l'extraction de ces pierres et les découper en petits morceaux qui ressemblent aux briques. Et les bâtiments là-bas se font construire par de la pierre extraite à Minier des carrières sur place. Donc, une fois que l'on construit ces maisons en dur, on peut espérer de faire installer des réseaux
de gaz naturel. Ainsi, les maisons seront munies d'installations de gaz pour avoir de l'eau chaude dans les robinets, pour cuisiner, pour prendre une douche chaude, et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est de, comment vais-je dire, le plus important, c'est de refaire le layout, le plan général du village. Car, comme vous le savez très bien, madame, dans nos villages, des fois, il y a des rues qui sont faites juste pour qu'une vache ou un buffle puisse passer. On ne peut pas faire traverser des camions de lutte contre l'incendie, ou des pompiers, ou des SOS. Alors, le réseau de routes, de rues, de passages, entre passage piéton et passage pour les voitures, a été conçu. Et donc, tel que je vous raconte, c'est dans tous les points de vue. Refaire le plan général urbain, le plan urbain du village, qui puisse permettre à des voitures pour lutter contre l'incendie, pour faire passer les ambulances, pour faire passer des camions ou des camionnettes de livraison de marchandises, et d'autres rues pour les passages piétons et même les buffles et les vaches. Donc ça, c'est sur le plan habitation. En parallèle, il y a tout ce qui est sanitaire. Des fois, dans les villages, il n'y a pas de bâtiments sanitaires, il n'y a pas de centre sanitaire, et les gens, pour n'importe quelle maladie, pour n'importe quel secours, devraient faire des kilomètres et des kilomètres pour atteindre le plus proche hôpital. Sur ce, il y a actuellement dans les villages, on crée un centre médical. Pas forcément un hôpital, mais on crée en parallèle, et c'est prévu, c'est conçu dans l'implantation générale du village, d'avoir un bâtiment sanitaire, un bâtiment où les gens peuvent se rendre pour arracher une dent ou pour coudre une cicatrice quelconque, ou pour se faire guérir d'un mal de ventre. Donc, c'est un centre ou pour accoucher, même pour les femmes. Et ça, c'est très important. Mais d'un autre point de vue, l'éducation. Il est très important de bien implanter, de bien installer la personne humaine, le citoyen humain. Mais de l'autre côté, il faudrait installer la culture, les écoles, l'apprentissage. Et l'infrastructure aussi concernant ces écoles, concernant la mise en place de la technologie nécessaire, l'Internet et autres. Vous avez tout à fait raison, madame. Parce que pour installer, pour avoir la télévision déjà, il faudrait avoir l'électricité. Donc il faudrait nourrir ces villages par des câbles électriques fiables qui peuvent aider les gens à avoir une télévision, un petit ordinateur, et ainsi de suite. Mais maintenant, on sait très bien que des fois des jeunes qui ont, je sais pas moi, qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, vraiment des gamins qui veulent aller à l'école, ils doivent faire 5, voire même 10 kilomètres tous les matins, que ce soit à pied, à dos d'âne ou dans des charrettes, pour arriver à l'école. Et le matin,
qui dit le matin, dit encore le soir pour rentrer. Et bien maintenant, ça c'est très très important, parce qu'il ne suffit pas de construire des maisons, mais il faut construire des cerveaux. Et comme vous l'avez très bien dit, madame, il faudrait installer l'infrastructure qui puisse participer et qui puisse aider ces jeunes à aller à l'école, à apprendre à lire, à écrire. Que les filles puissent aller encore se faire instruire dans des écoles, comme les garçons exactement. Nous savons très bien que la femme, c'est la moitié de la société. Alors, qui dit la moitié de la société, dans ces villages, sera installé, et ça, par des bénévoles, par des gens qui se proposent pour aider, pour travailler et pour initier des femmes dans des cours d'alphabétisation, pour apprendre à lire, à écrire, pour apprendre la couture, pour apprendre à tricoter, pour apprendre à comment élever un bébé et apporter les soins nécessaires, et ainsi de suite. Donc, sur le point, donc on a parlé sur le plan matériel, le plan sanitaire, le plan éducatif. Il y a encore un point très important, le sport. Et le sport est un élément très important dans la vie de la jeunesse. Le sport attire les jeunes. Le sport évite que les jeunes ne dérivent dans d'autres chemins noirs. Le sport aide à faire construire le corps avec un cerveau sain, éclairé, mûr. Le sport prépare cette jeunesse à devenir des adultes libérés, des adultes conscients de leurs propres compétences. Oui, alors, Monsieur Nagui Victor, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, encore une fois, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a inauguré un certain nombre de projets à Sohag, des projets de développement, et il était présent lors de cette tournée d'inspection. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre du Logement, Asim Eghazar, et un nombre de ministres et hauts responsables de l'État. Plus d'informations avec Perihan Farou. Depuis 2014, l'État a commencé à accorder une grande importance à la réduction du fossé développemental entre les différents gouvernorats de la République, notamment en ce qui concerne les indices de la pauvreté, de l'analphabétisme, du chômage et du développement humain. Le gouvernement a entrepris le développement durable en Haute-Égypte et a donné la priorité aux projets réalisés dans cette région où habitent près de 40% de la population. Ces efforts ont été couronnés par la signature par le président el-Sisi de la loi 157 de l'année 2018 qui stipule la fondation de l'autorité du développement de la Haute-Égypte. Selon la ministre de la Planification, en 2020-2021, des investissements gouvernementaux de 47 milliards de livres ont été entrepris en Haute-Égypte, soit 35% du total des investissements et une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. En 2021-2022, des investissements gouvernementaux de 93,4 milliards de dollars ont été accordés au développement de la Haute-Égypte, dont 55,3% ont été accordés au sud de la Haute-Égypte. Les investissements consacrés au gouvernorat de Sohag ont atteint 13 milliards de livres. 4,84 milliards de livres ont aussi été alloués au développement de Luxor. Et en vue de réduire la pauvreté en Haute-Égypte, des crédits d'un total de 174 millions de livres ont été accordés de 2014 à 2017 aux familles ayant des revenus restreints en vue d'entreprendre des petits projets dans les gouvernorats de Hénin, Sohag et Assiout. Le programme Solidarité et Dignité couvre 1700 villages de la Haute-Égypte et aide 11 millions de familles. De 2014 à 2021, les financements accordés aux petits projets en Haute-Égypte ont augmenté de 44%. 1,4 million de petits et micro-projets ont été financés en Haute-Égypte, offrant plus de 3 millions d'opportunités de travail.
3,5 milliards de livres ont été injectés en vue d'exécuter des projets d'infrastructures et de services sociaux. En effet, l'État œuvre ces dernières années en vue d'améliorer les mécanismes de l'autonomisation de la femme, surtout en Haute-Égypte. L'État a également accordé un grand intérêt à l'éducation en Haute-Égypte, où 44 nouvelles écoles ont été inaugurées en 2016 et 48 en 2017 à Sousse. Un grand nombre d'écoles ont été restaurées et modernisées et près de 17 000 professeurs ont suivi des cours de formation. L'État a accordé en outre un grand intérêt aux personnes ayant des besoins spécifiques en Haute-Égypte à travers une coordination entre les ministères concernés et les organisations de la société civile. En ce qui concerne le dossier sanitaire, l'hôpital d'Assouan, qui s'étend sur une superficie de plus de 18 000 mètres, a été renouvelé. À Sohag, 5 parmi 11 hôpitaux centraux ont été modernisés. L'autorité des nouvelles agglomérations a pour sa part choisi de construire 9 nouvelles villes de la 4e génération en Haute-Égypte et qui doivent accueillir 4,5 millions de résidents.